Bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Bienvenue et très bonne année 2019, une année qui débute avec plein de résolutions, notamment celle d'avoir plus d'histoires antiques dans le podcast, mais pour commencer ce premier épisode de la saison, on va parler du passé récent autour d'un livre très fort, Triste grossesse, de Daniel Vollmann et Annette Wieworka. Je suis avec Daniel Vollmann et Annette Wieworka qui signent un livre aux éditions du Seuil, Triste grossesse, l'affaire des époux Bach, 1953-1956, qui est un livre qui m'a beaucoup frappé, extrêmement fort, très sobre aussi dans son écriture, autour tous les problèmes qui se posaient dans la France des années 50 avant que la contraception ne soit légale, à travers un drame familial qu'on va peut-être présenter pour commencer, parce que tout le monde ne connaît pas cette affaire, et vous l'avez mise en lumière dans ce livre, qui voudrait peut-être résumer en quelques mots l'affaire des époux Bach. Daniel Vollmann. Alors, c'est pas vrai qu'on ne la connaissait pas du tout. C'est-à-dire que dans les histoires, soit du féminisme, soit de la contraception, soit du planning, cette affaire est citée. Mais elle est citée en 2-3 lignes. Il y a une affaire, des parents qui ont laissé mourir leur enfant, et il y a eu un procès, et c'est ça qui a débouché sur le mouvement en faveur de la légalisation de la contraception. Et ce qui nous a intéressés, c'est d'en savoir un peu plus. Et là, on s'est aperçu que oui, il n'y avait pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est l'histoire d'un couple d'ouvriers. Ils sont de Saint-Ouen, ils ont toujours vécu à Saint-Ouen. Ils se sont mariés très jeunes, en 1948, quand l'épouse était enceinte, et en 4 ans, ils ont eu 4 enfants. Et ils ont été complètement débordés par ces grossesses rapprochées. La mère a eu une dépression grave et qui a abouti à la mort de leur 4e enfant, qui avait 8 mois, qui était une petite fille, alors qu'elle était enceinte de son 5e enfant. Et là, le médecin légiste n'a pas laissé faire le permis d'inhumer, ils ont été arrêtés, ils ont été jugés. C'est ça l'affaire, rapidement. Jugés, condamnés à 7 ans de prison. Condamnés à 7 ans de prison. Et c'est à ce moment-là que ce qu'on peut appeler l'affaire commence, parce que ça n'a pas eu beaucoup de retentissement, il n'y a pas eu beaucoup d'articles dans les journaux relatant la sentence, mais les partisans de la légalisation de la contraception, et notamment Marie-Andrée Lagroix-Weilalé, s'est emparée de cette histoire, parce que pour elle, c'était symbolique. La mort de cet enfant vient de grossesse rapprochée, donc d'absence de contraception, et elle, comme le jugement a été cassé pour vice de forme, il y a eu donc un 2e procès. Là, elle a témoigné, et c'est comme ça que l'affaire s'est enclenchée, et son intervention ainsi que les avocats des deux, ou surtout de l'avocate, a permis la réduction de la peine à 2 ans, couverte par leur détention. Donc ils sont sortis libres. L'affaire est assez... c'est tout petit, c'est banal. Ce n'est pas vraiment intéressant en soi, c'est intéressant par rapport à ce que ce couple a vécu, que des milliers d'autres couples ont vécu sans que ça aboutisse forcément à la mort d'un enfant. C'est ça qui est original. Alors, vous l'avez dit, c'est une affaire qui était connue au passage, au détour de quelques lignes dans les ouvrages, notamment traitant de la contraception, du féminisme, de l'histoire de la famille à cette période. Comment vous est venue l'idée de travailler ensemble sur cette question, en partant d'ailleurs d'historiographie ou de sujets qui ne sont pas identiques, évidemment, plutôt l'histoire sociale, l'histoire du logement de votre côté, Daniel Vollmann, plutôt évidemment l'histoire de la Shoah, aussi l'histoire des communistes à travers Maurice Thorez et Jeannette Vermeersch du côté d'Annette Wieworka. Alors, qu'est-ce qui a fait la rencontre autour de ce thème, Annette Wieworka? Alors, quand j'ai fait ma biographie de Maurice et Jeannette, j'ai consacré un fort chapitre que j'ai intitulé « Les vices de la bourgeoisie », c'est une expression de Jeannette Vermeersch, et pour essayer de voir quelle était la position des 2 leaders du Parti communiste, donc du Parti communiste, par rapport à toutes les affaires concernant la sexualité, l'homosexualité, la contraception. Et j'ai donc lu tous les livres auxquels Daniel faisait allusion, et j'aurais voulu en savoir plus sur l'affaire Bach. Et il n'y avait rien. Non seulement les livres se répétaient les uns les autres, mais avec beaucoup d'imprécisions. On parlait d'infanticide, mot qui n'apparaît absolument pas dans les procédures. Et un jour que nous dînions ensemble,
car nous sommes collègues et néanmoins amis, on bavarde, et je lui dis, je ne comprends pas pourquoi personne n'a eu l'idée de faire, avec le procès des époux Bach, ce que toi, Daniel, as fait avec Fabrice Virgili dans ce livre, La garçonne et l'assassin. Car je lui ai dit, c'est facile, on sort un dossier de justice et le livre est tout fait. Alors ça c'était la vision initiale. J'ai pu comprendre que c'était plus compliqué en pratique. Et, on y reviendra peut-être sur ces détours archivistiques. Et on avait l'une et l'autre, pas immédiatement mais à court terme, un peu de temps. Ça, disons-le, ça nous amusait. Et on s'est donc lancé dans cette affaire-là, pleine d'optimisme, en commençant bien évidemment parce qu'il devait nous donner le livre tout fait, c'est-à-dire le dossier de justice. On n'a pas trouvé. Pas trouvé immédiatement. On va revenir peut-être après sur ces détours archivistiques, la question des sources. Juste avant, pour revenir à l'affaire elle-même et à la condamnation des époux Bach, ce qui m'a beaucoup frappé en vous lisant, c'est qu'on est quand même dans cette après-guerre où beaucoup de choses sont faites pour la petite enfance, où beaucoup d'efforts sont faits, et c'est un drame familial, évidemment, c'est la mort d'une enfant, mais c'est pas un drame ni de la misère complète, ni de l'isolement total, ni de la faillite des services publics, parce qu'il y a tout un entourage, vous le restituez d'ailleurs, tout un entourage dans ce monde ouvrier de Saint-Ouen, il y a une famille, une belle famille qui sont là, qui aident, qui se préoccupent. Autrement dit, c'est un drame qui n'est pas dans le cliché, on pourrait dire, du misérabilisme le plus absolu. Et c'est en ça peut-être qu'il est d'autant plus fort et d'autant plus intéressant, c'est que il y a toute une série de choses qui auraient pu empêcher que ça arrive, et en même temps, ce drame est arrivé. Oui, alors c'est à la fois vrai et pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que, en effet, dans les années 50, il y a de la part des pouvoirs publics la volonté de s'occuper de la petite enfance, de l'enfance maltraitée, de l'enfance malheureuse, et il y a beaucoup d'initiatives. Les assistantes sociales sont soutenues, sont recrutées, beaucoup plus que dans les années 30. Il y a cette famille entourante, la famille, la belle famille, tout ça est vrai. C'est quand même malgré tout un drame de la misère, parce que cette femme qui est malade, et elle est reconnue malade par les experts qui l'examinent quand elle est emprisonnée, c'est une personne qui n'a pas, disons, une intelligence au-dessus de la moyenne, qui n'a pas fait d'études, qui ne connaît pas grand-chose, et qui est, elle et d'ailleurs le mari aussi, qui court les places pour nourrir cette nombreuse famille. Donc ces deux-là, finalement, n'ont aucun code de ce que peut être une insertion dans la société. C'est vrai qu'il y a une insertion dans la famille, une entraide de la famille, mais elle n'a pas été voir le médecin, elle n'a pas été reconnue comme ayant une dépression postpartum, etc., etc. Et puis, les conditions de logement sont certes pas les plus misérables qui soient, mais enfin, ils sont quand même finalement à 5 dans 3 petites pièces. Et alors, ces conditions deviennent absolument terribles, parce que ça, vous le racontez avec beaucoup de force dans le livre, les conditions matérielles dans lesquelles cette famille finit par vivre, parce qu'ils perdent totalement pied, cette femme en dépression, n'arrivant pas seule à faire face à la charge des enfants, le mari de plus en plus absent avec les heures supplémentaires, et le logement devient un lieu... devient finalement un taudis. Devient un taudis, avec en particulier une chose qu'il faut rappeler pour ceux et celles, peut-être parents qui nous écoutent, qui ont du mal à se le représenter parfois. On a une époque où il n'y a pas de couche jetable, on a une époque où le linge souillé s'accumule dans une pièce, qui est même condamné pour ça. Enfin, il y a vraiment des détails terribles que vous évoquez, qui montrent ce que pouvait être aussi la charge d'une famille encore plus lourde que ça peut l'être qu'aujourd'hui. C'est aussi pour ça que d'une certaine façon c'est un drame de la misère, parce que comme l'a dit un des experts et l'avocate que nous avons retrouvée et qui se souvient très bien de cette affaire puisque c'était une de ses premières affaires, cette famille n'avait pas d'aide, pas de nounou, pas de femme de ménage, donc c'est quand même aussi un drame de la misère. Je pense aussi que c'est un drame du baby-boom. Pendant des années et des années, j'ai enseigné en lycée et j'ai expliqué comment ce baby-boom était une merveille pour la France. La vie reprenait, les gens faisaient des enfants. Quand on y regarde de plus près, les gens faisaient effectivement beaucoup d'enfants, mais parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. La blague de l'époque, c'est la méthode Ogino,
que les époux Bach n'avaient pas l'air de connaître, non plus, qui faisaient les plus beaux enfants. Donc on sort de la guerre dans des conditions matérielles qui sont difficiles pour tout le monde, et on a effectivement un baby-boom, on a aussi un boom de l'avortement, c'est-à-dire des drames. Si on s'intéresse aussi tellement à la petite enfance à l'époque, c'est parce que tous ces enfants qui naissent, ils sont pas... Bon, désirés, c'est un terme d'aujourd'hui, mais ils viennent comme ils viennent. Et c'est peut-être quand même un contre-coup à une génération de la loi de 1920, puisque les Ginette Bach, enfin cette génération de femmes, est née après la loi de 1920. Donc quelque chose s'est probablement perdu de la contraception telle qu'elle se transmettait. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble très important, de réévaluer un peu ce qui s'est passé. Et Elisabeth Rodinesco, qui a lu notre livre, nous a fait une remarque à la page 49 du livre, où nous citons Génie Aubry, sa mère, on était passé un peu vite sur tout ce mouvement de psychanalystes qui avait commencé à monter la première clinique pour s'occuper de ses enfants. Donc finalement, on a effectivement le souci d'une enfance, mais on a ce souci de l'enfance parce qu'on a ces naissances multiples de personnes qui n'y sont prêtes ni économiquement, ni même psychologiquement, ni moralement, affectivement. Alors, vous avez évoqué à la fois la méthode Ogineau et la loi de 1920, qui sont des choses que tout le monde ne connaît pas, donc on va peut-être faire un peu de pédagogie, expliquer un petit peu. Alors d'abord, la loi de 1920, c'est une loi qui est prise dans un contexte très particulier, on est au lendemain de la Grande Guerre, et donc là, on n'est pas du tout en période de baby-boom, au contraire, on est dans une période d'inquiétude extrêmement forte. Du coup, une loi est votée afin de renforcer la natalité française. Daniel Vollmar. Oui, cette loi de 1920, c'est une loi en effet de circonstance, c'est la saignée de la Grande Guerre, la peur de la dépopulation, la peur de l'amoindrissement ou de l'affaiblissement de la France par dépopulation, et l'idée c'est en plusieurs volets. En fait, c'est la loi de 1920 et celle de 1923, il y a plusieurs volets. Donc d'une part, c'est l'interdiction de la propagande pour les moyens anticonceptionnels. Donc on n'a pas le droit, ça veut dire les médecins, les pharmaciens, la presse. La propagande et la vente. Oui, pardon, la propagande et la vente. Donc c'est interdit, d'une part. Et par ailleurs, la question de l'avortement, qui va avec l'absence de contraception, et qui en fait décriminalise l'avortement, parce que l'idée, c'est que les gens qui ont aidé à avorter ou qui ont avorté, c'était avant la loi de 1920, c'était un crime. Donc c'était passible des assises, donc des jurys populaires, et les jurys populaires étaient plus indulgents vis-à-vis des gens qui avaient provoqué ou qui avaient participé à des avortements. Et ça devient donc un délit. Donc ces affaires sont jugées devant des juges professionnels qui sont moins indulgents. Donc on a l'impression que c'est un adoucissement, et c'est le contraire. Et donc cette loi, elle encadre encore les comportements dans ces années 1950, au cours desquelles, effectivement, les pratiques contraceptives sont très limitées. Il y a le coït interrompu, et puis ce qu'on appelle la méthode Ogineau. Alors, on peut peut-être le préservatif, qui est très peu répandu, utilisé comme moyen contraceptif. Oui. La méthode Ogineau, ça consiste en fait à avoir des rapports sexuels uniquement à certains moments du calendrier, afin que ça corresponde. Il faut prendre sa température régulièrement, parce qu'au moment de, je ne sais plus à quelle période, la température monte. Juste à l'ovulation ou juste avant l'ovulation, c'est pour ça qu'il y a des incertitudes sur la méthode. Et ça veut dire que la personne doit prendre sa température sans se lever. Donc vous imaginez, toute personne ici qui a eu des bébés, chez soi, imagine ce que ça veut dire de rester au lit pour prendre sa température quand on a des enfants à la maison, et puis il suffit d'avoir un petit rhume ou autre pour que la température monte. Donc la méthode Ogineau, elle a été elle a fait de très beaux bébés, quoi. Elle a été
à des acteurs du baby-boom. Et surtout, cette méthode Ogino qui est apparue au Japon, c'était au Japon, ces recherches, c'était pour encourager la natalité, donc exactement le contraire. Alors, parler du Japon, ça amène aussi à évoquer un contexte international qui est moins répressif qu'en France, ou en tout cas moins restrictif, notamment aux États-Unis. Hein, vous le montrez lorsque vous arrivez au deuxième volet de votre enquête, au moment où, effectivement, on va commencer à oser parler à partir de cette affaire de contraception, parce qu'aux États-Unis, déjà, des gens se posent la question du birth control, de la possibilité de limiter les naissances, et là, il y a un décalage, effectivement, avec le cas français. Aux États-Unis et aussi en Angleterre, puisque toutes ces femmes, pionnières, vont faire de la contrebande de produits contraceptifs. Effectivement, l'histoire telle qu'elle est racontée communément, notamment par Marie-André Lagroix-Veillalé dans son livre de mémoire, La grande peur d'aimer, c'est que en 1947, elle se rend... Alors, Marie-André Lagroix-Veillalé avait épousé un médecin, Benjamin Veillalé, qui avait 40 ans de plus qu'elle, qui a été le pionnier de la vaccination du BCG et qui appartenait à un courant, la puériculture, ou un courant qu'on appelle eugénétique, c'est-à-dire, comme aurait dit Lénine, moins mais mieux, moins d'enfants pour mieux les élever. Alors le terme eugénétique, aujourd'hui, ça fait dresser les cheveux sur la tête de tout le monde à cause de la façon dont on parle aujourd'hui du nazisme, mais ça a été un courant tout à fait respectable finalement. Donc elle va aux États-Unis avec son mari qui fait une tournée sur le BCG, qui était mondialement connu, Benjamin Veillalé, et là elle visite une clinique d'un médecin qui s'appelait le Dr Stone, qui est une clinique où les femmes viennent pour des consultations de contraception. Et elle raconte qu'elle a été très choquée de voir qu'un médecin s'occupait de ne pas donner la vie plutôt que de s'occuper de la vie. Ça, c'est 1947. Ensuite, dit-elle, elle commence une pratique de gynécologue et elle voit arriver dans son cabinet toutes sortes de cas dramatiques. On en cite quelques-uns des articles qu'elle a écrits dans la semaine médicale, mais des cas dramatiques, et elle devient une fervente militante de la contraception. Et donc elle va en Angleterre, elle se documente sur ce qui se passe dans les pays du Nord, particulièrement en Suède, et son idée c'est la France est en retard. Les États-Unis, l'Angleterre, la Suède nous ont précédés, on doit faire de la même façon. Et alors ce retard, il est illustré évidemment par l'affaire des Ipouba qu'elle connaît indirectement, elle vient à la connaître après le premier procès, après la première condamnation. Peut-être revenons un instant sur ce premier procès, parce qu'il est intéressant aussi dans ce que vous montrez des rouages de la justice au moment où les Ipouba passent en cour d'assises pour la mort de cet enfant, avec des détails terribles que vous donnez dans votre livre sur l'état de cette petite fille de 8 mois, famélique, vraiment mal nourrie, pas nourrie par sa mère, complètement dépressive, elle pèse, dépassée. Elle naît là, elle pèse à peu près 4 kilos, et au moment de son décès, elle pèse 2 kilos, à 8 mois. Voilà, c'est effrayant. Vraiment pas beaucoup. C'est effrayant, et en même temps, la condamnation de ses époux, ça reflète aussi un monde judiciaire qui est peu féminisé. J'ai été frappé en vous lisant par le fait qu'il y avait une femme dans le jury d'assises, alors que les femmes pourtant sont censées être électrices et tirées au sort de la même manière, une femme dans le jury. Donc un monde judiciaire là aussi qui reflète la féminisation incomplète, imparfaite des institutions. Je pense qu'il y a deux caractéristiques qui peuvent être surprenantes aujourd'hui. C'est la rapidité de la justice, puisque en fin de compte c'est une affaire qui est quand même réglée en 2 ans, cassation et second procès compris. Et la seconde chose dont on doit avouer qu'on a été étonné, c'est que tout le monde est très bien dans cette affaire. Les experts médicaux, y compris le professeur de Robert, qui est un farouche adversaire de l'avortement, les rapports d'expertise sont finalement pleins d'empathie. Et la seconde chose qui nous a surprise dans notre féminisme à l'une et à l'autre, c'est que à aucun moment on dédouane Claude Bach, le mari, de ses responsabilités.
il dit qu'il a rien vu, qu'il n'a pas vu l'état de sa petite fille, et à aucun moment on dit c'est normal, il gagnait sa vie, il n'était pas là, c'était à elle de s'en occuper. Donc là, on a quand même une justice qui a été égale pour les deux. Et qui a cherché aussi à ne pas les accabler, puisque la peine n'était pas la peine maximale encourue. 7 ans. Alors d'abord, ce que nous a dit l'avocate, c'est le soin qui a été pris à ce que le terme d'infanticide, qui figure dans tellement de livres aujourd'hui, ne soit jamais prononcé. Et quand même, il y a mort d'un enfant. Donc 7 ans, ça peut paraître énorme, compte tenu du recul qu'on a aujourd'hui, mais c'est pas non plus une peine extravagante. Ah oui, il y a homicide par négligence, mais tout de même. Et il faut bien souligner que il nous avait semblé, avant de voir tous ces documents, que ça aurait pu être une affaire de femme, selon le titre du film. Et non, les juges, les assistantes sociales, les experts médicaux et le jury ont décidé que ce n'était pas une affaire de femme, c'était une affaire de couple, ce qui est intéressant. Et le couple est condamné d'ailleurs à la même peine, conjointement, avec toutefois une peine différenciée, ce qui vous permet d'ailleurs de faire une histoire sociale de la prison au passage, de la détention, puisque vous avez retrouvé aussi un certain nombre de documents qui permettent de retracer un petit peu le parcours en détention de Claude et de Ginette Bach, différencié évidemment dans des conditions qui sont celles de la prison des années 50. Elles sont surtout différenciées parce que Ginette accouche de son 5e enfant à Fresnes, et que la législation de l'époque, je pense qu'elle n'a d'ailleurs pas changé sur ce point, j'en suis pas sûr, mais elle n'a pas changé, veut que jusqu'à 18 mois, l'enfant soit gardé avec la mère dans ce qu'on appelle le quartier des nourrices. Donc ce qui les différencie, c'est ça, c'est qu'elle est à Fresnes, et qu'ensuite, quand la petite fille, le bébé a 18 mois, elle est transférée à Haguenau. Et pour l'historien, c'était très bien ce transfert. Parce que ça a permis de retrouver un peu d'archives des prisons, parce que, si je peux me permettre de vous contredire un peu, le parcours carcéral de Claude Bach, on le connaît pas. On le connaît pas. En fait, on le connaît pas. C'est celui de Ginette que vous restituez, le sien. Voilà, on le connaît pas. Les décisions ont été mises au pilon, certains. Voilà, on le connaît pas. Et pourtant, on n'a pas ménagé nos efforts pour essayer de le connaître, mais quand un dossier unique a disparu, eh bien, c'est perdu pour toujours. Un des points d'arrière-plan qui sont aussi importants à cette affaire, c'est une France des années 1950 qui est encore une France extrêmement catholique. On n'a pas encore vécu les grands basculements des années 60, de Vatican II, que Guillaume Cuchet a restitué dans un livre récent, quand le monde a cessé d'être chrétien. Là, on est vraiment dans une France catholique. D'ailleurs, l'avocate de ses époux est catholique elle-même. Eux-mêmes sont catholiques, pas très pratiquants, mais en tout cas... Ils n'ont pas l'air d'être très pratiquants, baptisés, ils sont dans... Voilà, le catholicisme est présent aussi chez Marie-André Lagroix-Veil-Lallet que vous avez évoqué, et c'est quand même un arrière-plan de tous les discours sur la natalité, la fécondité, la contraception. Ça reste quelque chose de prégnant, vous l'avez ressenti en faisant cette enquête ? Alors on l'a ressenti, mais à la marge, parce que en effet cette famille n'a pas l'air extrêmement pratiquante, on n'a pas beaucoup trouvé de traces. Peut-être on en aurait trouvé, on aurait un peu changé notre façon de voir les choses, mais on n'en est pas sûr. En revanche, à la fois leur avocate, qui est donc une toute jeune avocate, qui est commise d'office, puisque ce sont des gens qui n'ont pas d'argent et qui n'ont pas d'avocat ou la possibilité de s'adresser à un avocat connu. Cette Odile Flory est une catholique pratiquante et revendiquée comme telle. Et encore maintenant, elle a 90 ans maintenant, elle est juge ecclésiastique, donc elle est impliquée dans l'Église. Et elle découvre un monde qu'elle dit elle-même ne pas connaître, le monde ouvrier, le monde populaire. Elle ne le connaît pas. Et malgré ses convictions profondes, elle est, comme disait Annette tout à l'heure, elle est en empathie avec le couple. Alors elle parle moins du mari que de l'épouse, avec qui elle a plus noué de liens, parce que elle était commise d'office et le mari avait un... Pour le premier procès. Pour le premier procès.
Et au deuxième procès, elle devient l'avocate du couple. Et donc, ça aussi, c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que l'avocate est catholique pratiquante et revendiquée. Les experts, au moins de Robert, qui est contre l'avortement, c'est aussi un catholique revendiqué, même s'il ne milite pas dans les milieux catholiques, mais il est revendiqué comme tel. Et malgré donc cette prégnance du catholicisme, il y a cette empathie dont on a parlé. Pour reformuler un petit peu ma question, ce catholicisme, c'est aussi en arrière-plan des institutions qui freinent l'évolution législative, notamment sur la contraception. Il faut attendre 1967 pour qu'une loi soit votée qui l'autorise, et des institutions qui, d'ailleurs, ne sont pas toutes du même bord, mais qui pourtant convergent dans un même refus. Il y a le monde médical, dont vous montrez quand même qu'il est assez farouchement hostile à toute avancée en la matière. Lorsque Marie-André Lagroix-Veilalé prend la parole, elle est très isolée dans sa prise de parole dans un congrès médical où des hommes, tous présents, disent « il n'est pas question de parler de ça ». Le Parti communiste, vous l'avez dit, est relativement fermé aux avancées en la matière, et puis l'Église catholique reste quand même une force sociale, plutôt conservatrice évidemment en la matière. Donc on est quand même à une époque où les discours favorables à la contraception sont quand même difficilement audibles. Absolument. L'enjeu pour tous ces gens, pour Marie-André Lagroix-Veilalé et d'autres, c'est de supprimer les articles de la loi de 1920 qui interdisent la propagande, la vente de produits contraceptifs. C'est ça leur enjeu. Or, contre eux, donc une loi ne peut être défaite que par une loi. Or, quand on regarde le paysage politique français qui sort de la guerre, les deux des grandes forces, c'est quand même les catholiques, avec le RPF, le MRP, enfin donc tous ces partis-là, enfin les uns et les autres, avec les passages de l'un à l'autre, et de façon tout à fait étonnante, pas si étonnante quand on gratte un peu, mais quand même de façon étonnante, le Parti communiste français, qui va prendre position contre l'abolition de la loi quand une proposition de loi va être déposée en 1956. Donc on a ces institutions qui freinent. Alors je crois qu'elles freinent de façon quand même très différente. Parce que les catholiques, c'est vraiment péché. Pour les communistes, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que à l'intérieur des familles communistes, on pratique l'avortement, les médecins communistes donnent un coup de main. On n'a pas la même chose à la base, mais en expression politique, c'est effectivement la conjonction des deux qui va retarder tout ça. Alors il y a un personnage d'ailleurs qui est lui-même, on pourrait dire, originaire de ce monde, de ce milieu communiste, qui va jouer un grand rôle aussi pour populariser et faire parler de la contraception. C'est le journaliste Jacques de Rogy, hein, vous en parlez, vous montrez quel a été son rôle à travers une rencontre avec la gynécologue Marie-André Lagroix-Veilalé. Eh bien, lui, il se charge aussi de faire scandale, de faire émerger l'affaire sur la place publique. Benjamin Veilalé est communisant, il est compagnon de route du Parti communiste, hein. Il est à Francs-Sur, il fait ce fameux voyage pour populariser l'accouchement sans douleur, et on ne sait pas comment, mais le couple connaît de Rogy. Et l'intelligence, la grande intelligence de trois personnes, Benjamin Veilalé, Marie-André Lagroix-Veilalé et Évelyne Sullereau, c'est d'avoir élaboré une vraie stratégie. Et dans cette stratégie, pour parler de façon très anachronique, il y a une stratégie médiatique. Et Jacques de Rogy, qui est journaliste à Libération, le Libération de Dacier de la Vigerie, hein, l'ancêtre éponyme de celui d'aujourd'hui, va faire une grande enquête. Et d'ailleurs, on s'est dit que la grande enquête de Rogy dans Libération, qui est vraiment un moment médiatique, c'est ça qui avait fait parler de campagne de presse pour avant. Or, aussi bien au moment du premier procès qu'au moment du second procès, il n'y a pas de campagne de presse. Il y a des articles, un jour, mais dans les quotidiens, le jour de la sortie du quotidien, mais il n'y a pas
cette longue série d'articles. Les articles, c'est octobre 1955, voilà. Donc entre les deux procès. Et ça recommence novembre 55. Après les deux procès. Après le deuxième procès. C'est après le deuxième procès. Ça recommence après par des soi-disant courriers de lecteurs qui sont aussi très construits parce qu'il y a un article du Juristen quand on a été très heureuse de trouver un article de Suzanne Citron qui était une toute jeune femme à l'époque, qui n'était pas la personne qu'elle est devenue en bagarrant contre le récit national. Donc c'était assez émouvant de la voir écrire dans Libération. Donc il demande à un certain nombre de personnes d'écrire. Et puis ensuite, il y a le relais de France Observateur, Françoise Giroud, l'Express. Enfin, après, on a vraiment une présence médiatique. Voilà, ils ont réussi à construire une affaire. Ils ont construit. Vraiment, ils ont construit. À 3 avec Evelyne Sulro qui a joué aussi un rôle très, très important. Et alors après l'affaire qui est construite et donc qui interpelle l'opinion, vient aussi le temps de l'institutionnalisation. Il faut créer une structure, il faut créer quelque chose qui va permettre d'installer ça dans la durée. Et ça, c'est l'ancêtre donc du planning familial, c'est ce qui s'appelle à l'époque Maternité Heureuse. Alors d'où vient l'idée, comment est née cette association Alors elle est née justement de la volonté de Marie-Andrée Lagroix-Weill-Allais, principalement de se servir de la campagne de presse qui est sortie des procès, mais pas directement du procès, d'avancer vers l'abolition de la loi de 1920. Alors, ce qui est tout à fait intéressant dans la création de la maternité heureuse, qui a déjà été abondamment travaillé par les historiens, mais pas le tout début. Il y a deux choses intéressantes. La première, c'est que c'est au début une association de femmes, donc on revient à l'idée une affaire de femmes et non pas une affaire qui intéresse tout le monde. Ça, c'est la première chose. Après, c'est devenu mixte, mais au début, c'était seulement des femmes. Ça, c'était, disons, une façon originale de penser l'action. Et l'autre chose, c'est que cette association toute neuve de femmes était quand même très appuyée par tout le réseau qu'on a appelé, pour aller vite, le réseau du mari de Benjamin, qui connaissait le Gotha des médecins, des juristes, on va dire de l'intelligentsia, parce qu'il faut le dire comme ça. Ce sont des choses qui sont intéressantes, parce que c'est deux façons de voir originales qui se sont transformées après, puisque c'est le planning qui est sorti de la maternité heureuse, c'était pas une association seulement de femmes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pourquoi maternité heureuse? Oui, on pourrait avoir l'impression d'une association nataliste finalement, voilà. Qui dit que alors au début, deviennent mères pour s'épanouir. Et c'est un peu... Alors, le premier... C'était maternité volontaire. Voilà. Et puis, ça aussi, ça a été un coup de génie de communication, de se dire, si on dit maternité heureuse, bien que l'ambiguïté soit assez vite levée, mais tout de même, il y a une petite ambiguïté au début, et qui n'est pas totalement d'une ambiguïté, parce que l'idée, c'est que la contraception, ça permettait d'espacer les naissances et donc d'avoir des familles heureuses. Donc il y a quand même un aspect familialiste et presque nataliste, mais pas. C'est le début de la puéricultrice. Il vaut mieux peu, mais mieux. Oui, donc on mesure aussi à travers ça le fait que ce contexte de naissance de la maternité heureuse des années 1950, c'est pas non plus celui qui est beaucoup plus militant et affirmé du féminisme désormais enraciné de la fin des années 60 et du début des années 70 au moment des discussions autour de la loi Veil. C'est quand même un contexte qui est pas exactement identique, et des affaires d'ailleurs initiales qui sont pas exactement les mêmes, et dans le livre à plusieurs moments vous mettez en parallèle les deux pour dire que finalement la loi Veil et les débats sur l'avortement sont plus spectaculaires et ont beaucoup plus attiré l'attention, mais finalement là il y a un prélude légèrement différent, légèrement décalé dans le temps, mais tout aussi important à moyen terme. Oui, donc vous avez parfaitement raison. Le terme de féminisme, il est polysémique, comme on peut dire.
Et on s'est amusé à la fin, dans la conclusion, à travers le chignon, à comparer Simone Veil et Marie-André Lagroix-Veillée, qui se connaissaient, hein, parce que avant le vote de la loi qui porte son nom, hein, mais qui est une loi quand même voulue par Giscard d'Estaing, donc c'est pas une proposition de loi de Simone Veil, elle a porté cette loi. Elle a auditionné Marie-André Lagroix-Veillée. Donc ces deux femmes, quand on regarde un peu ce qu'a été leur vie, elles ont des points communs. Ce sont des femmes de la bourgeoisie, en chignon pour Simone Veil, sans chignon pour Marie-André. Ce sont des femmes pour qui la famille est très importante. Et ce sont des femmes qui estiment qu'elles ont le droit de faire une carrière professionnelle. Parce que quand on est gynécologue, elle était dans 1916, Marie-André Lagroix-Veillée, les médecins femmes ne couraient pas non plus les rues. Donc il y a ce féminisme-là qui porte sur, des enfants quand on veut, si on veut. Ça, c'était un des slogans après, mais c'est quand même un slogan qu'elles auraient pu faire les deux. Et nous avons le droit à notre vie professionnelle. Et l'un a quand même un lien avec l'autre. Hein. Alors maintenant, ce qui est complètement absent, c'est tout ce qui touche au corps. C'est-à-dire l'idée du plaisir, de la liberté du corps. Ça, on ne le trouve ni chez Marie-André, on le trouve pas chez Marie-André Lagroix-Veillée. C'est quelque chose qui vient vraiment de 68. Je ne suis pas sûr qu'on le trouve chez Simone Veil, qui est une personne que j'admire et que j'adore, je précise, qu'on n'y voit pas là une critique de Simone Veil. L'enquête, vous racontez dans un épilogue de quelle manière vous l'avez menée et pourquoi elle était plus compliquée que prévu, parce que ce fameux dossier, il a mis du temps à apparaître. On a l'impression, en lisant ce passage, que d'un côté, vous avez quand même eu beaucoup d'appui d'archivistes qui ont été sympathiques, actifs, qui vous ont beaucoup aidé. C'était notamment Samuel Bosch, je crois, qui a beaucoup travaillé pour cela. Et puis d'un autre côté, vous déplorez quand même un certain nombre, peut-être, d'inertie ou de dysfonctionnement d'organisation dans les services des archives qui font que ça a été plus compliqué que prévu. Alors est-ce qu'on peut dire un mot de ce volet-là de l'enquête ? Alors, comme les archivistes nous ont quand même beaucoup aidés et qu'on leur en sait gré, on a un peu mauvaise grâce à taper sur les archivistes parce que sans eux on ne pourrait pas travailler, mais on s'est quand même beaucoup froissé, voire plus, à de nombreuses reprises parce qu'il fallait attendre tellement longtemps, les dérogations, les lettres n'arrivaient pas, ça restait sur les bureaux pour des raisons diverses et variées. Il y a, disons, ces freins administratifs qu'on a déplorés. Ensuite, il y a cet épisode mystérieux, parce que finalement c'est mystérieux. Pourquoi un dossier côté disparaît et pourquoi après de nombreuses réclamations et interventions il finit par réapparaître et on nous explique pas pourquoi, c'est curieux. Et puis enfin il y a la politique de pilonnage des archives. Alors on sait très bien que on peut pas tout garder, ça c'est vrai, mais ce qui nous a le plus étonné en mauvaise part, de façon négative, c'est que les dossiers des détenus emprisonnés, alors c'est vrai que c'est plusieurs dizaines de milliers, 50 000, 60 000, maintenant 70 000, garder 70 000 dossiers année par année, on ne saurait pas où les mettre. Donc il faut épurer. On peut le comprendre. Mais si on regarde la proportion de prisonniers et de prisonnières, les prisonnières, c'est 10%, moins de 5%. Donc moins de 5%, on aurait peut-être pu garder plus. Alors, c'est évidemment des demandes d'historiens, parce que quand on travaille sur les populations carcérales, faire une différence entre les hommes et les femmes, ça semble évident, et donc les archivistes auraient pu réfléchir, mais les archivistes, ce qu'ils voient, c'est qu'il leur faut de la place. Donc voilà, on est à la fois très admirative, et en même temps... On a quelques regrets. Il reste quelques frustrations au terme de... Je vais quand même rajouter quelque chose, parce que si on a fait ce journal d'enquête, c'était pour s'amuser, hein, et c'était pour présenter de façon un peu plus originale et
nos sources et les remerciements, au lieu de faire source, remerciement, donc on remercie au passage. Mais on a mis en fait 3 années à faire ce livre, hein, c'est pas une affaire, c'est pas Guerre et Paix, hein, c'est un livre c'est une affaire. C'est un petit livre. Un petit livre, bon, on espère que c'est un grand petit livre, mais donc on a mis 3 ans, on n'a pas travaillé tous les jours 8 heures, et surtout on n'était pas pressés, parce qu'on est toutes les deux émérites. Donc ça pouvait durer encore 6 mois, ça ne nous désespérait pas du moment qu'on prenait beaucoup de plaisir à l'enquête, ce qui a été le cas. Mais on est aussi des profs, donc on s'est mis dans la peau et on s'est dit que un travail comme ça ne pourrait pas être fait dans le cadre d'un master, impossible, et même dans le cas d'une thèse, parce qu'on a quand même plus de métiers qu'un chercheur débutant, donc on sait plus chercher, on sait râler, puis on est deux, on se bouge peut-être un peu plus pour des chercheuses confirmées que pour des étudiants. Donc c'est pour ça aussi qu'on a voulu affirmer un certain nombre de choses, et notamment parce que je crois que les archives vont s'engager à changer cette procédure. Quand un dossier est sous dérogation, vous demandez une dérogation. La dérogation, elle est donnée par le service qui verse. Pour nous, en gros, ça a été la justice. Hein. Oui, pas en gros, c'est tout que la justice. Ça, oui. Donc on attend que la justice donne la dérogation. Quand la justice... Alors, dans la demande de dérogation, elle est visée par le service d'archives. L'archive départementale ou l'archive nationale, ils disent « Ok, vous pouvez leur donner ». C'est eux qui donnent l'avis, qui est suivi ou pas suivi, mais sur des dossiers un peu anciens comme ça, c'est suivi. Donc le service qui a fait la demande, les AD, les archives départementales, Rennes, Saint-Quentin, ou les archives nationales, Pierrefitte, reçoivent la réponse, comme quoi on a la dérogation. Et en général, ils envoient un petit mail en disant « Votre dérogation est accordée, mais vous ne pouvez pas consulter le dossier tant qu'il n'y a pas notification » qui est faite par le service interministériel des archives de France. Et là, on attend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Au bout de 3 semaines, on râle, donc on nous l'a fait parvenir. Mais je ne suis pas sûr qu'un étudiant saurait même où râler. Ben, bien sûr. Alors que cette étape est totalement inutile. Purement administrative. Purement, mais inutile. C'est-à-dire qu'il suffirait que la notification soit faite par le service qui reçoit l'autorisation, elle est automatique, donc inutile. Et ça permettrait d'une part de soulager le service interministériel des archives de France et de faire gagner quelques semaines aux chercheurs. Donc ça, on le dit aussi parce que si on peut améliorer les choses, on reste quand même des profs. Une dernière question peut-être sur la dimension, je ne sais pas si elle est là, mais peut-être qu'elle est là, la dimension peut-être intime de ce livre, parce que ces années 50, c'est une époque où vous étiez enfant en France à l'époque, vous avez grandi à une époque où la contraception était interdite et puis ensuite est devenue légale. Est-ce que c'est quelque chose qui a compté pour vous au moment de faire ce livre ? Alors, ce qui est sûr, je vais commencer parce que je pense que je suis un petit peu plus distanciée qu'Annette, c'est que enfant, on a baigné dans des non-dits ou des silences ou des allusions qui concernaient l'avortement. Et alors, on l'a vécu, je pense, toutes les deux personnellement. Et quand on discute avec des gens de nos générations, mais tout le monde a baigné là-dedans. Donc, il y a une dimension qui n'est pas... personnelle, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est aussi ça. La distanciation est indispensable pour les historiens. Mais en même temps, l'expérience et la proximité avec le sujet, ça sert aussi. Donc, je répondrai juste comme ça. Annette, tu rajoutes ? Moi, je vais répondre de façon très simple. Ma famille n'est pas la famille Bach, comme chacun sait. Mais ma mère avait 20 ans en 1946, quand l'aîné de la fratrie est né. Elle en avait 21 et demi quand la deuxième de la fratrie est née. Et 23 et demi quand la troisième de la fratrie est née. Le quatrième, c'est une autre période, dans une situation matérielle excessivement précaire, mais dans des milieux où tout ce qui touchait à la culture était primordial. Donc voilà. Donc
des familles. Donc pour moi, c'est effectivement quelque chose à quoi je réfléchis. Et je pense que c'est une des grandes vertus de votre livre, je termine en disant ça, que de faire sentir justement le passage du temps et combien être parent aujourd'hui, eh bien, c'est différent de ce qu'ont vécu ces familles des années 40 et des années 50 que vous avez évoquées. Pour ceux et celles qui nous écoutent, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez conseiller pour prolonger peut-être la réflexion sur ce dont on vient de parler ? Bon, ce serait intéressant de regarder le film d'Henri Verneuil qui est sorti en 56, si je me souviens bien. 53. 53 avec Jean Gabin et Françoise Arnoult, et qui raconte une histoire de gens sans importance. Et je voudrais dire que ce film nous a beaucoup frappé. Moi, je le connaissais, toi aussi, peut-être, je ne sais plus, avant d'aborder. C'est un film qui a fait beaucoup d'entrées, qui a eu du succès. Et je l'ai fait regarder autour de moi. Et là, il y a une différence de génération incroyable. C'est-à-dire que les trentenaires ou les quarantenaires, ils trouvent que ce film n'est vraiment pas intéressant. Il est en noir et blanc, il est Jean Gabin quand même. Bon, ça paraît un autre temps, un autre monde. Alors que pour les générations suivantes, ça parle vraiment. Donc pour prolonger, pour voir à la fois la présence et puis la distance de l'affaire Bach, c'est pas mal de regarder ça. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.